Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour, voire bonsoir pour ceux et celles qui découvriront l'histoire dans un moment qui sied au bonjour ou qui sied au bonsoir. Il était une fois, pourtant je ne vous raconte pas une histoire de conte, mais il est toujours une fois une histoire vraie dans mon entourage, mais pas familial, plutôt de quartier, dans mon environnement. Un monsieur qui était très beau, un homme élégant, mais un homme à femme. Il aimait beaucoup aller danser, draguer, changer de conquête à chaque fois que de nécessaire, ou même à chaque fois que de non nécessaire. Un jour, il va faire une mauvaise rencontre. Il était parti en boîte avec un de mes cousins, et dès lors, ils ont vu une très belle femme au bord de la route. Comme à ses habitudes, monsieur le dragueur a apostrophé la femme et l'a invitée à le rejoindre au dancing club de la région où je vivais et où est ma famille. Dès lors, la dame, d'un silence olympien, d'un calme olympien, ne l'a pas calculé. Il a insisté, la dame sans ne rien dire, du haut de sa splendeur, l'a accompagné vers le dancing club. Ils n'ont pas bien duré, parce que vous aurez compris que monsieur le dragueur voulait une intimité plus avec la dame que de poursuivre une soirée dansante. Mon malheureux cousin, qui fera que nous saurons plus tard cette histoire, était avec lui et ils ont décidé de partir avec la dame afin de faire du thé à la menthe, à l'africaine, du côté de l'Afrique noire, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Un thé bien corsé et très agréable. La dame n'était pas beaucoup bavarde. Elle voulait bien céder quelques mots. Une fois qu'ils ont rejoint tous les trois la maison du dragueur, ce beau gars de notre quartier, qui d'ailleurs est encore vivant, mon cousin lui a demandé de s'installer avec la femme et il va aller chercher du thé à la boutique du coin. Mais mon cousin, en partant, a fait tomber une pièce. Et en ramassant la pièce, a vu que les pieds de la dame étaient constitués de sabots. Et voulant faire signe à son ami dragueur, le bel gars du quartier, la dame a compris que mon cousin avait vu quelque chose et avait son secret en main. Mais la dame savait aussi que mon cousin l'a échappé belle, mais elle ne voulait pas rester bredouille. Et donc il fallait bien qu'elle se charge
du dragueur qui était à côté d'elle, en attente que le thé soit lancé. Et elle a fait claquer la porte d'un mouvement de vent. Et là, mon cousin qui se met à crier pour alerter le reste de la maison. Venez vite, venez vite. La porte s'est enfermée sur mon ami, mais avec une dame qui n'en est pas une, qui n'est pas humaine. À partir de là, la maisonnée, son contenu, est venue pour aider, secourir le gars. Mais malheureusement pour monsieur le dragueur, la femme avait commencé à lui montrer certainement des choses qui l'ont complètement rendu fou. On entendait ces cris. Oh, ne me montre pas ça. Oh, je ne veux pas voir ça. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et la dame peut-être lui montrait des choses de l'autre monde, assez mystiques. En tout cas, quand le vent a réouvert la porte, cette fois-ci, on faisait face à un fou, une personne qui avait perdu toute sa tête. Et aujourd'hui encore, dans notre région et précisément dans notre quartier, et très proche de chez moi, mon cousin est là, toujours vivant, déboussolé, mais encore ayant sa tête, mais l'autre est complètement fou. Et quand je le vois souvent, malgré sa folie avec sa beauté, toujours qui demeure, je suis triste pour lui. Mais comme quoi, et en leçon de morale, toutes les femmes ne sont pas à conquérir. La femme n'est pas une bataille dans la guerre qu'il faut toujours vouloir emporter. Il y a des femmes à draguer et il faut placer la situation dans son contexte et essayer de se poser des questions sur le silence de certaines personnes quand on les aborde. Ce côté mystérieux, ce côté mystère pouvait les alerter. Mais non, ils sont allés jusqu'au bout et le bout n'a pas été agréable. Pour nos chers frères, pour certains d'entre eux, à femme, attention, le dehors, oui, bien sûr, comme le dit DMG, et tout ce qui contribue à raconter des histoires, le dehors n'est pas sûr. On se sent souvent beaucoup plus en sérénité chez soi, à l'abri de tous ces esprits vacants et à la quête d'un être humain à déboussoler. Sur ce point, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté DMG. Bon, avant de vous raconter l'histoire, je vous prie de liker et de partager. Bon, je vais raconter une petite histoire. C'est une maman qui vivait à Douala avec sa petite famille. Et chez elle, elle était beaucoup dérangée par les souris. Et elle avait acheté des attrape-souris. Elle avait placé dans tous les coins de la maison. Mais aucune souris n'avait jamais été attrapée. Et puis un jour, elle décide d'empoisonner la souris. Elle a acheté le médicament des souris. Elle a pris le poisson, le mbunga, poisson fumé là. On appelle ça le mbunga ici au Cameroun, je ne sais pas dans les autres pays. C'est un bon poisson sec comme ça, très bon dans la sauce d'arachide d'ailleurs. Et ce jour, elle avait préparé ça avec la sauce d'arachide chez elle. Donc elle a gardé un morceau, un poisson entier je veux dire, et elle a empoisonné le poisson et l'a posé sur la cuisinière. Ce jour-là, son fils avait commis une bêtise. Elle avait un garçon de 13 ans. Il a commis une bêtise, je ne sais pas trop laquelle, mais la punition du garçon, c'est qu'il allait dormir à la cuisine. Elle lui dit, toi, tu vas dormir à la cuisine aujourd'hui.
Il a supplié qu'il ne veut pas, il a peur parce que c'était une cuisine qui était à l'extérieur de la maison, une cuisine traditionnelle. Et dans cette cuisine, il y avait un lit traditionnel. On l'a enfermé là-bas et dans la cuisine, il n'y avait pas de lumière. L'enfant a commencé à pleurer, maman, s'il te plaît, ne me laisse pas dormir ici, j'ai peur. Mais la maman n'a pas cédé aux caprices du gamin. Et après, il s'est couché pour dormir. Il essayait de dormir tant qu'il pouvait, même comme son sommeil n'était pas profond. Et dans la nuit, il a suivi un très gros bruit dans la cuisine. Il ouvre les yeux. Il voit une très grosse souris. Cette souris s'est transformée immédiatement en une grand-mère. Ah, il était choqué. Crier l'a dépassé. La grand-mère a fait quoi? Elle a pris le poisson bunga empoisonné. Elle a émietté, elle a mis dans la sauce d'arachide de la maison. Elle a remué, elle a redéposé la louche comme si de rien n'était. Elle s'est retransformée en souris et elle est partie. L'enfant a tout vu. Le matin, quand la maman est venue ouvrir, il a dit à sa maman, maman, ne mangeons pas de cette sauce d'arachide. Sa maman dit, pourquoi tu dis ça? Il raconte ce qu'il a vu à sa mère dans la nuit. Sa mère était dépassée. Elle appelle son mari. Écoute ce que l'enfant dit. Il raconte encore. Et on dit, ok, on va verser la sauce parce qu'il ne peut pas raconter, il ne peut pas inventer un truc pareil. Ils ont pris la sauce et ils ont versé la sauce. Bon, là, la leçon de morale, c'est quoi? Je ne sais pas si je vais dire que si tu penses que tes souris qui viennent à la maison, là, sont mystiques, pardon, il faut pas donner poison. Sinon, c'est toi-même qu'on peut empoisonner. Il faut aussi beaucoup prier pour que ce genre de choses ne t'arrive pas. Parce que cette dame vraiment a eu juste la grâce de Dieu, cette grâce-là d'avoir utilisé son fils pour qu'il puisse voir et sauver toute une famille. Parce que là, toute la famille allait mourir d'empoisonnement. On n'allait même pas comprendre d'où vient le poison. Pourtant, ça venait du remède de la souris qu'on a mis. La souris qu'on a voulu piéger a à son tour piégé toute la maisonnée. Mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, le pire n'est pas arrivé. Voilà. Bon, je vous demande encore de liker et de dire merci pour l'histoire. Partagez s'il vous plaît. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une petite histoire, ce n'est pas si long que ça. C'est une petite histoire qui s'est passée dans ma famille. Je t'ai présentée devant moi, j'ai vu ça. En fait, j'aimerais raconter cette histoire pour que certaines personnes prennent des leçons, tirent des leçons. Voilà. Je veux préciser d'abord que moi, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément dans le quartier de Yopougon. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et Abidjan, connaissent aussi le quartier de Yopougon. Donc, c'était en 2018, je crois. J'étais pas trop jeune que ça, mais c'était en 2018, je me rappelle très bien. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a mon oncle et sa petite famille qui venaient passer la fête chez nous, fêter, et puis à la rentrée, tous se rentraient, puisque eux, ils étaient au village. Donc c'est comme ça que en 2018, mon oncle et sa famille viennent encore. Mais cette année-là, il s'est passé quelque chose. Un soir, mon oncle est sorti marcher dans le quartier, puisque nous sommes à l'étage. Sorti marcher dans le quartier, juste en bas de l'immeuble là où nous vivons. Il ramasse une pièce de 200 francs. Et cette pièce-là, il s'avère que cet argent a été travaillé mystiquement. Donc, quand il a ramassé l'argent, il n'a pas acheté quelque chose, il n'a pas bouffé rien. Il n'a rien fait de tout ça. Il a juste mis la pièce dans sa poche. Et le soir, quand sa grande soeur est venue, qui est ma maman, il a
présenté l'argent à ma maman que, ah, grande soeur, aujourd'hui, j'ai ramassé tant, voilà ça. Elle lui dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, tu gardes demain, je vais compléter pour acheter le petit déjeuner pour les enfants, ils vont manger tout et tout. Donc, c'est comme ça que tout s'est bien passé. Nous sommes allés dormir la nuit, tout. Et le lendemain, avant que maman ne parte au travail, il dit à mon oncle se réveille. D'abord, il faut que je précise que mon oncle est très, très croyant. Il est très croyant, il prie beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est comme ça que maman, elle part au travail chaque matin, très tôt le matin, en tout cas très tôt le matin. Et il dit à maman que, ah, je vais te parler. Que l'argent que j'ai ramassé, j'ai fait un rêve bizarre. Et dans ce rêve, on m'a dit que si je dépense cet argent, c'est comme si c'est un crédit, que les 200 francs que j'ai ramassés, en vrai, c'est pas uniquement une pièce de 200 francs, que c'est un argent mystique, c'est un argent démoniaque. Que si je bouffe cet argent, toute ma famille, tous ceux qui vont manger ce que je veux acheter avec cet argent, vont payer un crédit qu'ils ne pourront jamais rembourser, que moi-même je vais perdre la vie dans ça. Et ma maman lui dit aussi que, ah, moi-même j'ai fait un rêve par rapport à cette pièce de 200, que je voulais te dire de ne pas l'utiliser, de ne pas la dépenser, que ce n'est pas une bonne pièce, c'est une pièce qui a été travaillée, que là, il faut aller la déposer là où tu l'as pris, que ce n'est pas destiné à toi. Je sais, ce n'est pas destiné à toi. Et comme tu pries beaucoup, c'est pour ça que tu as fait ce rêve, qu'on t'a prévenu. Les gens t'ont prévenu, ces gens qui ont fait ça t'ont prévenu. Que si tu bouffes cet argent, ce qui va suivre, moi je ne serai pas responsable de ça. Et c'est comme ça que mon oncle, dans la journée, va déposer les 200 francs là où il a pris à la même place. Et quand il est quitté là, quelques minutes après, il est passé pour voir si l'argent était là. L'argent avait disparu. L'argent avait disparu. Donc, la petite leçon de morale que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est pas tout ce qu'on voit dans la rue qu'on ramasse. Surtout de l'argent, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on ramasse, quoi. Parce que il y a des personnes mal intentionnées qui travaillent l'argent, plus beaucoup d'argent, une fois qu'ils me mettent ça dans les bédous, ils déposent, puis toi tu ramasses comme si j'ai ramassé de l'argent. Donc faisons attention à ce que nous ramassons, ce que nous prenons au dehors pour entrer avec ça dans nos maisons. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG. Merci d'abord pour tout ce que vous faites. Vraiment, ça sensibilise. Donc voilà, mon histoire est longue, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, je suis une Ivoirienne vivant en France et j'ai une amie de très longue date. Depuis 1996, j'ai connu cette personne qui sortait avec mon cousin et on s'est croisés ici. On a échangé les numéros et cette personne et moi, voilà, on est rentrés en contact, on s'appelait. Et quand j'ai fait venir mon ex-mari en France, elle m'a approché, disons, elle a approché et elle lui a donné sa copine. Et moi, je ne savais pas. Donc, quand elle a vu que, je peux dire même, on s'est séparés en 2019. Donc, en 2020, quand elle a su, elle était en pleurs. Voilà, elle était en pleurs, elle m'a appelé, excuse-moi, je t'ai trop fait du mal et tout ça. Et que je t'ai fait du mal vraiment, je te demande pardon. Elle était en pleurs, je lui ai dit, mais quel mal tu m'as fait? Elle dit, non, ton mari, c'est moi je lui ai donné ma copine. Et quand tu étais au travail, et la fille venait chez toi. Donc, voilà, je t'ai trop fait de mal. Je dis, mais bon, c'est pas grave. Elle dit, c'est grave. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je t'ai fait du mal. Je dis, mais c'est pas grave.
On n'est plus ensemble, donc oublions. Voilà, parce que là, si je parle, je suis en relation, dans une nouvelle relation. Si on parle de ça, c'est comme si je voulais encore, donc on oublie. C'est comme ça cette histoire. Moi, je l'ai laissé tomber. Je ne lui ai pas fait d'histoire, je n'ai même pas parlé dans cette histoire, et puis j'ai laissé tomber. Et on continue toujours notre relation. Et voilà, quand elle a perdu son papa en 2020, j'ai été la voir. Je crois, non, en 2021, j'ai été la voir. Et cette fille, là-bas, quand elle m'a logé chez elle, je dors la nuit, il y a un esprit qui vient se coucher sur moi. Je me débat. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est étouffant. Je me débat, je cherche, mais je n'arrive pas. Dieu merci, l'esprit est parti. Je lui ai dit, il y a un esprit qui s'est couché sur moi. Elle n'a rien dit. Ma chemise de nuit est perdue chez elle. Et dès que je suis revenue, elle dit, j'ai retrouvé ta chemise de nuit. Mais j'ai consulté mon marabout. Il a dit qu'on ne peut pas te tuer. La personne qui veut te tuer va mourir. Et ta nouvelle relation là, le monsieur là, c'est ton mari. J'ai dit, mais tu as consulté sur moi? Elle dit oui. Et là, ça a commencé à me faire peur. Et depuis que je suis quittée chez elle, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. Et je l'appelais, je lui disais, j'ai dit, je fais des mauvais rêves sur toi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, on dit, c'est pas bon. Les rêves que j'ai fait là, c'est pas bon. Donc, il faut arrêter. 6 fois les mauvais rêves. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, mais écoute, j'ai couché avec ton mari en rêve. J'ai dit, mais il faut lui dire. J'ai dit, mais je ne peux pas lui dire. Parce que si je lui dis, il y a 2 options dedans. Soit, il va chercher à coucher avec toi, ou soit, il va te prendre pour une autre personne. Voilà, donc moi, je ne peux pas lui dire ça. Et c'est comme ça, j'ai commencé à ouvrir les yeux aussi. Voilà, j'ai commencé à ouvrir les yeux parce que la première histoire, c'est pas que j'étais bête, non. Mais pour moi, elle a reconnu, elle a demandé pardon. Et pour moi, on mettait ça derrière parce qu'elle disait qu'elle avait été manipulée. Mais encore ça, donc ça a commencé à me cogiter, ça a commencé à cogiter dedans. J'ai dit d'accord. Et c'est comme ça cette fille. Un jour, elle me dit oui, ton ex-mari veut qu'on te tue et que voilà. Je dis, bah, tu rigoles ou quoi? Elle dit non, mais ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux. Ils veulent qu'on te tue. Et c'est moi qui suis ton ami et c'est moi qui vais te tuer. Donc tes cousins et ton mari veulent que je t'appelle chez moi pour te tuer. J'ai dit d'accord, dans ce cas, moi, je ne vais plus m'approcher de toi. Voilà, parce que tu me dis que tu es la seule personne à qui je fais confiance. Donc, tu vas me tuer, moi, je n'arriverai pas plus chez toi. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, après ça, elle jouait entre mon nouveau chéri et moi. Elle va, elle parle ici, elle vient, elle parle ici, elle va, elle parle ici. Et c'était trop. Et j'ai mis fin à cela. Je l'ai appelé. Je lui ai laissé des vocaux pour dire non. Ne m'appelle plus. Je préfère que notre relation s'arrête là. Parce que je t'ai redonné encore ma confiance. Et tu as joué de ça. Ce n'est plus la peine. Mais quand j'ai arrêté ça, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a amené un nouveau message. Un message à mon chéri. En disant que moi, un message anonyme comme quoi moi, je l'aurais bassé comme on le dit en Côte d'Ivoire. Envoûté. Et qu'il ne faut pas, ce monsieur-là va s'approcher de moi, il ne faut plus il va coucher avec moi, il ne faut plus il va manger dans mon repas. En tout cas, il n'a qu'à s'éloigner de moi. J'ai encore les messages ici. Je ne veux pas être long. Ma conclusion, c'est que faisons attention. Les amis, il n'y a plus d'amis de nos jours. Il n'y a plus d'amis. Quand on a des amis, ils font semblant. Voilà, d'être nos amis, mais au fond, ils n'aiment pas nos biens. Ils viennent avec des dents blanches, mais au fond, le cœur est noir. Et voilà mon histoire. C'était pour sensibiliser. Bonne soirée, DMG. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire.
Voilà, je reviens une fois de plus d'AMG. Bonjour à toute la communauté, bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens une fois de plus, non pas avec une histoire, mais beaucoup plus avec des conseils pour les jeunes femmes, les jeunes filles qui veulent absolument se marier. C'est vrai que nous tous, on aspire au mariage. Surtout, je pense que l'affaire de mariage est même plus une affaire de femmes que d'hommes. Parce que la société voudrait qu'à partir d'un certain âge, la femme soit déjà casée. Et lorsqu'elle ne l'est pas, ça crée un complexe vis-à-vis des parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de l'entourage. Mais le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas se précipiter ou de ne pas trop se lamenter lorsqu'on n'a pas encore trouvé le bon partenaire, la bonne personne. Je vais raconter une petite anecdote. Il s'agit d'une amie, une amie très proche, qui est allée se mettre en couple avec un monsieur qui l'a quasiment bassé, comme disent les Ivoiriens. Donc, la jeune dame, elle a une très bonne position sociale, elle travaille. Malheureusement, elle n'arrivait pas à trouver le partenaire idéal. Elle était déjà en couple, mais comme elle avait des enfants avant, son ancien partenaire avait du mal à accepter et elle a préféré se séparer parce que vous savez, une maman ne peut pas vivre loin de ses enfants ou accepter que son conjoint maltraite les enfants qu'elle a eu d'une précédente union. Et donc cette jeune femme, dans l'entreprise où elle travaillait, s'est liée d'amitié avec un jeune homme et elle a commencé à lui raconter un peu tous ses déboires amoureux. Elle se plaignait tout le temps que oui, pourtant les gens disent que je suis bien, mais voilà, j'arrive pas à me caser. Je suis là, j'accompagne mes copines quand elles se marient. Vous voyez un peu, elle se lamentait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que le jeune homme en a profité de ce petit état de faiblesse-là pour lui faire la cour. Il ne l'a pas fait ouvertement, en fait. Justement, la partie un peu bizarre de l'histoire, c'est celle-là, justement, parce que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à annoncer à tous ses parents et à tous ses amis qu'elle était sur le point de se marier. Donc, les gens étaient surpris. On savait qu'elle sortait d'une relation. Et du jour au lendemain, elle n'a pas dit à sa meilleure amie, elle n'a dit à personne. C'est quand ils ont calé une date qu'elle est venue dire à ses parents, à ses amis, ah oui, préparez-vous, je vais me marier. Elle était toute contente parce que enfin, elle allait se marier, elle allait quand même montrer à tout le monde que bon, ce qu'on dit d'elle, que c'est une bonne personne, est avéré. Et donc, ah, excusez-moi de rire parce que cette histoire-là, vraiment. Et donc, les parents étaient surpris, hein. Ah, vraiment, tu te maries, mais c'est bien, mais ton mari, ton fiancé, on va pas le voir. Ah non, vous le verrez. Et tout le jour du mariage. Ah, ok. Bon, quand je parle de mariage, là, je parle d'abord du mariage coutumier, hein. Parce que c'est le mariage coutumier chez nous au Gabon que les filles aiment bien parce que ça te met en valeur. Vous voyez toute la mise en scène là et tout ça. Donc voilà, ils avaient décidé de commencer par le mariage coutumier et de finir avec le mariage civil. Les parents disent ok, donc ils ont tout fait, les amis se sont préparés, c'était vraiment une belle fête. Et quand le mari est arrivé avec sa famille, bon, les choses se sont bien passées, mais bon, il y avait des regards il y avait des petits coups d'œil en fait qui se jetaient entre les membres de la famille, entre les sœurs, entre les copines. Bon, ma copine, elle était amoureuse. Elle n'avait vraiment pas notre temps, elle était amoureuse. Bon, elle semblait épanouie, heureuse. On s'est dit, ok, c'est son choix. Et voilà, on va faire avec. Et donc,
Après la cérémonie de mariage, ses copines se sont rapprochées. Bon, nous nous sommes rapprochés auprès d'elle. On lui a dit, ah, Mako, c'est vrai que l'amour et tout, le cœur a ses raisons et tout, mais quand on regarde le gars là, il ne te vaut pas. C'est pas qu'on dénigre le gars, non. C'est juste parce que on connaissait notre copine et on savait le genre de personne en fait avec qui elle avait l'habitude de se mettre en couple. Donc le gars, c'était le jour et la nuit en fait avec notre copine. Elle a dit non, vous ne pouvez pas comprendre. Elle a trouvé, vous savez, quand une femme est dans le love, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Rien, ça rentre dans une oreille, ça ressort dans une autre. Les parents même étaient surpris, justement après la fête. Les parents sont venus la voir que, ah maman, nous on connaissait ton dernier fiancé, mais qualité que tu nous emmènes là, le gars n'était pas, il n'avait rien à voir. La fille, elle est belle. Hein, DMG. En fait, la fille, elle est belle, elle est vraiment, et elle a un style de vie, on va dire, comme on dit chez nous au Gabon, à la Haïti. Elle a des manières raffinées, et elle est calme et tout. Mais le gars, c'était l'opposé d'elle. Il buvait, il était d'une jalousie maladive, mais vraiment, les parents n'imaginaient pas que leur fille pouvait emmener ce genre de personnage-là chez eux, en fait. Donc, la fille, bon, les parents ont dit, ok, c'est ton choix, on te laisse faire et tout. Bon, peut-être que, effectivement, ils se sont donné une raison, ils se sont dit, bon, peut-être que le gars s'est rendu compte qu'il avait une perle entre les mains et qu'il allait vraiment s'en occuper. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, tout le monde a fini par céder. On s'est dit, bon, ok, tant mieux, elle a fait son choix, hein. De toute façon, voilà, c'est le cœur a ses raisons, l'amour se trouve dans les yeux de la personne qui voit, donc ils ont laissé. Mais ce que la fille n'avait pas dit à ses amis, à sa famille, c'était justement que le gars avait un très mauvais comportement. Il était d'une jalousie maladive. Le téléphone sonnait. Il fouillait ses affaires. Il allait même parfois humer ses sous-vêtements pour savoir quand si elle est sortie et qu'elle est rentrée un peu tard, peut-être qu'elle a eu des rapports sexuels avec un homme. C'était comme ça. Et quand la fille voulait toujours parler, il disait, ah, tu pleurais le mariage? Non, je t'ai épousée, donc tu la fermes. C'était comme ça tout le temps. La fille était là, elle supportait, elle s'est dit, bon, ok, c'est ça la vie, c'est ça le mariage, il y a les hauts et les bas, en tout cas, il va changer. Et je vous parle d'une affaire, ça n'a même pas fait 1 an. Ils se sont rencontrés en moins d'1 an, ils se sont mariés, ils étaient maintenant en train de préparer le mariage civil. Et pendant qu'ils préparaient le mariage civil, le couple n'était pas d'accord sur le lieu du mariage et comment la cérémonie devait se dérouler. Le gars a imposé sa vision. Il a dit à la fille, non, je veux pas qu'on se marie comme ça. Toi, tu veux seulement te faire voir. Moi, je veux qu'on fasse ceci. La fille a dit non. Moi, je sais comment on organise des fêtes. J'ai l'habitude d'organiser pour mes amis. Si on veut gagner, voici comment on devrait faire. Et à chaque fois que la fille donnait son point de vue, le gars l'envoyait balader. Ah, dégage! Hein, je t'ai épousé, tu voulais le mariage. Donc, même si on fait venir le maire à la maison, tu dois accepter. C'est pas le mariage que tu pleurais. Et c'est bizarre, à chaque fois qu'il disait à la fille, elle se taisait tranquillement et tout. Et puis un jour, il a repris, ils étaient toujours sur la discussion parce que à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle devait lui dire. Le gars a repris de ces mêmes phrases-là. Oui, tu voulais le mariage, tu voulais le mariage. En fait, c'est comme si elle avait reçu une douche froide. C'est comme si on lui avait enlevé les écailles des yeux. Elle a dit au gars, je pense que notre relation est allée trop vite. Je préfère qu'on fasse une pause et qu'on réfléchisse vraiment si c'est ce qu'on veut, chacun de notre côté. Le gars, il a vu ça, il s'est genre, que merde, qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 il n'en est pas question et tout. Il a commencé à menacer la fille. La fille a dit non, moi j'ai pris ma décision. Je vais partir, toi aussi tu vas partir et on va bien réfléchir parce que je veux bien me marier, mais dans ces conditions, jamais, je ne peux pas. Je veux me marier, certes, comme tout le monde, mais je ne veux pas me marier dans ces conditions-là. Le gars était dépassé. Il ne savait plus comment se comporter avec la fille. Il a commencé à dire, oui, peut-être parce que tu as trouvé un autre copain, tu veux me quitter. La fille a dit, non, c'est pas ça.
ou bien parce que, il a trouvé les raisons, des raisons. Et comme il ne savait pas s'y prendre, il devenait tellement maladroit, il allait à gauche, à droite, demander aux gens de venir conseiller sa fiancée, sa femme. Mais la fille, elle est restée calée sur sa décision. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand ils se sont séparés? La fille a découvert en fait que le gars était allé voir le féticheur de son père justement pour l'épouser. Elle a découvert ça après. Que en fait leur relation n'était pas simple. C'est le gars, il s'est dit, ah voilà, j'ai une opportunité, voici une belle femme qui se plaint, qu'elle veut se marier, moi je suis là, j'ai l'argent, même si je suis pas beau, même si je suis pas à son goût. Et comme elle veut absolument se marier, moi je vais mettre toutes les chances de mon côté, et puis je vais l'épouser, et je peux faire d'elle tout ce que je veux. Malheureusement, ça n'a pas tenu sur la fille, parce que elle a un sixième sens en fait, on l'a toujours su, c'est notre copine, elle a toujours des trucs, elle a une sensibilité en fait qui n'a pas de nom. Et je pense que c'était au début l'extase du mariage qui l'a quasiment aveuglée, mais après quand elle est revenue en elle, tout le charme qui avait été fait sur elle a été rompu. Donc ils se sont séparés. Aujourd'hui elle prend tout son temps, hein. Elle dit, quand on lui parle de mariage, elle dit non, si j'ai pas rencontré la bonne personne, je me précipite plus parce que je sais ce que ça m'a coûté. À force de vouloir trop me marier, faire comme tout le monde. C'était pas encore le moment, j'ai voulu forcer et j'en tire des leçons. Donc c'est pour vraiment exhorter toutes nos sœurs là. Certes, on veut se marier, mais n'allons pas faire n'importe quoi. Ne nous précipitons pas dans les relations qui peuvent peut-être après nous coûter la vie. Donc, c'était mon petit conseil d'aujourd'hui. Désolée d'avoir été un peu longue. Voilà, merci de liker, de partager et on se retrouve dans les commentaires. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour ou bonsoir. Mes amitiés à la communauté DMG et à mon frère DMG. Cette histoire, c'est une histoire qui va être intéressante parce que pour une fois, ou pour de rares fois que cela arrive, l'être humain, simple, pas complexe, vient au bout d'un génie. Et donc, c'est la victoire de l'être humain sur le génie. Et c'est une histoire vraie qui se localise dans un pays africain, dans une ville qu'on appelle la Venise de l'Afrique. Oui, mystique, histoire mystérieuse. Et je tais même le nom de cette ville pour entretenir le mystère. Il était question d'un génie à 2 rues de ma maison, de la maison maternelle, oui, parce que ma mère est née là-bas, et donc c'est la maison de ses parents, du côté de mon maternel. Et dès lors, le génie se plaçait à 2 rues de notre maison, avec une rue constituée de baobab, cet arbre énigmatique de l'Afrique. Et chaque fois, à chaque matin, dans cette rue, on ramassait des personnes mortes avec leurs besoins près d'eux, c'est-à-dire, leur défécation, c'est-à-dire leur... excusez-moi, je ne veux pas dire le terme pour ne pas heurter, mais avec leur caca, excusez-moi, pour que ça soit plus clair, près d'eux. Parce que l'homme qui va vaincre ce génie et qui avait des connaissances mystiques va nous expliquer pourquoi ces personnes mouraient dans cette rue des baobabs et avec leur caca à côté.
Le génie disait, à certaines heures de la nuit quand on passait là-bas, pour les gens qui ont eu la malchance de passer là-bas, parce que beaucoup de gens qui connaissaient cette rue-là, la contournaient pour ne pas avoir affaire à une certaine heure à ce génie taquin, parce que je peux l'appeler un génie taquin. D'autant plus qu'il disait aux personnes qui passaient, donnez-moi des coups au dos, ou je vous donne des coups au dos. Si vous me donnez des coups au dos, ou si je vous donne des coups au dos, vous allez chier et mourir. Donc vous aurez compris que quel que soit X ou Y, c'est-à-dire quelle que soit la situation, l'être humain qui rencontrait ce génie, qu'il donne des coups au génie ou que le génie lui donne des coups, allait mourir. Et tellement que les coups seraient durs, qu'il y aurait du caca de cette personne près de lui, près de sa dépouille. Un jour, un homme devenu notre héros régional, notre héros du quartier, au pouvoir mystique, a pris volontairement l'initiative d'aller rencontrer ce génie et d'en découdre avec lui. Il était d'une grandeur qui avoisinait les 2 mètres. C'était un homme très grand et fin, en bonne personne de cette région d'Afrique-là et de ce pays africain où les hommes sont souvent grands et maigres, toujours pour entretenir le mystère. Je ne lâcherai pas mon pays. Je ne dirai pas c'est quel pays. Caprice de raconteur. Alors, c'est ainsi qu'il a dit qu'il va en découdre avec ce génie-là. Et revenu vainqueur de ce duo, il nous a raconté, mais il n'est plus de ce monde, parce que c'était déjà un grand gaillard quand l'affaire se passait, et moi-même j'ai grandi, maintenant j'ai dans la quarantaine. Lui, il n'est plus vivant, mais il avait vaincu le génie. Et il nous a expliqué tout simplement que le génie lui a dit, je te donne le choix de me donner des coups au dos ou le choix de recevoir mes coups à ton dos. Si tu me donnes des coups sur mon dos ou si je te donne des coups sur ton dos, tu vas mourir quand même, quelle que soit la situation. Et le gars lui a dit, je préfère te donner des coups à ton dos, toi le génie. Et quand il s'est baissé pour lui donner son dos, à ce moment-là, le monsieur, avec des incantations, avec son pouvoir mystique, et à l'aide aussi d'un pistolet, ce qui est fort étonnant, je ne savais pas que les pistolets pouvaient quelque chose sur les génies, mais en tout cas avec des incantations, il a pu tuer physiquement ce génie et spirituellement par ses incantations ce génie, et désormais il a pu libérer la rue des Baobabs de ce génie taquin qui embêtait les gens avec des histoires de gamins, mais fatales, de cogner ou d'être cogné, quoi qu'il en soit, de mourir de ses coups. C'est ainsi qu'on fut libéré, c'est notre héros, je dirais même régional, notre héros du quartier. Aujourd'hui décédé et que la terre lui soit légère. Mais il nous a bien sorti d'une situation délicate avec ce génie qui nous a merdé tant. Moralité, comme quoi l'être humain, on dit souvent qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc il a aussi un pouvoir. Et dès lors, chaque fois ces praticiens nous montrent, s'ils ne sont pas charlatans, qu'on peut compter sur eux. Voici un bel exemple éloquent d'un humain qui a vaincu un génie. Fin de l'histoire. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Là, on passe à la 7e histoire. Alors oui, bonjour à toute la communauté DMG, bonjour à toi DMG, bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de raconter leurs histoires sur DMG DVK. J'avoue vraiment que c'était un très bon concept de la part de DMG. Je dirais à la communauté DMG de continuer à nous délecter de leurs histoires
qui sont les unes et les autres toujours les plus surprenantes, mais très constructives. Bon, si c'est que j'essaye de faire ce voice aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté entre autres des histoires DMG. Tu sais, il y a une sœur là qui a raconté son histoire hier, qui était de l'Est, qui a dit qu'elle était une comane et, et qu'elle a été fabriquée. Et bon, après on lui a enlevé cela et tout et tout. Je pense que c'était dans... Oui, c'était hier. Donc en fait, je viens là pour dire que non, moi aussi je suis du Sud. Et donc ce que la sœur a dit, c'est en partie vrai. Et c'est aussi choquant parce que vous savez, quand on ne connaît pas nos traditions, on a tendance à les diaboliser. Déjà, je tiens à dire, comme elle est de l'Est aussi, et que du centre-sud et tout, c'est vrai, ça existe l'incommande, mais je voudrais rectifier en disant que non, il n'y a pas que les femmes qui sont des incommandes dans le centre-sud, ou bien comment elle veut. Non, il y a aussi des hommes. Il y a des hommes qui sont des hommes fabriqués, des enfants qu'on fabrique, c'est-à-dire pour venir en aide, en tout cas pour être des relais de la société, dans la famille, pour aider les autres. Bon, ceci se fait de plusieurs manières. Il y en a des commandes qui sont parfois au courant, qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, parce qu'il y a aussi certains qu'on fabrique à partir du ventre. Hein, qu'on vient prendre quand le bébé est enceinte au bout de 6 mois, on le prend mystiquement. Les grands sorciers du village ou bien de sa famille, on le fabrique, on le met dans ce qu'on appelle les tocs, le canari. On fait ce qu'on a à faire et tout, on le remet dans le ventre de la maman. Donc quand il sort, c'est un enfant qui a une certaine destinée. Bon, maintenant, quand il grandit, il est censé être, comment on appelle ça? Oui, le pilier, le soutien de la famille. Parfois, certains savent, parfois d'autres ne le savent pas. Mais il y a les grandes personnes de la famille qui savent comment ça se passe. Et la société a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a même pas que les gens du grand centre qui font ça. Ça se fait partout. Même les Européens, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde, ça se passe comme ça. Quelle était l'utilité de nos cercles initiatiques en Afrique? C'était de savoir quand nos enfants naissaient, qu'on les canalisait dès le bas âge. Nos ancêtres connaissaient déjà. Même à l'ouest, ça se passe. Tous ces enfants, ce n'est pas tout le monde. Quand les enfants naissaient, on savait que ça, tel enfant, c'est un enfant de pouvoir, c'est un enfant d'avoir, c'est un enfant de devoir, c'est un enfant de savoir. Et à partir de ça, de ta destinée, de la force mystique que tu avais et tout, à la partie de la force à laquelle tu étais destiné, on t'orientait comme ça, très jeune, on t'envoie chez un oncle, chez un tante qui a le même, ou une tante qui a le même cercle initiatique que toi, ou chez un papa, c'était comme ça se passait. Et quand tu naissais, tu savais quel était ton destin, ce que tu devais faire pour qu'il y ait l'équilibre dans la communauté. Si tu étais pasteur, tu étais censé être pasteur. Si tu étais professeur, si tu étais censé à commander les gens, tu devais commander. Tu étais censé être riche. C'était comme ça que ça se passait. Bon, après aussi chez les Ekambeti maintenant, le truc c'est que les gens qui étaient ces commandes-là avant, à l'époque, c'était des gens qui n'avaient pas d'enfants. C'était des gens qui avaient fait le sacerdoce, qui avaient fait le serment, qui ne devaient pas avoir d'enfants et tout, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, parce que ça se passait souvent, parfois quand on avait constaté que s'il a un enfant et tout, il peut arriver que le gars pense seulement à sa famille. D'ailleurs, même ça se passe dans beaucoup de familles. Vous voyez quelqu'un à qui on a légué le patrimoine de la famille, pour toute la grande famille, lui il prend ça, il utilise ça juste pour ses enfants. Et là, ça crée des conflits parce qu'il y a ses frères et sœurs qui disent que mais c'est comment? C'est toi le chef de famille. On a dit que c'est toi qui gardes le truc de la famille. C'est pas que tu prends ça pour tous tes enfants. Ça détruit d'ailleurs de famille, ce genre de choses, de comportement. Donc les gens avant, ils respectaient cela. Ce qui fait que celui qui gardait ça, généralement, c'était quelqu'un de chaste qui n'avait pas d'enfant, un truc comme ça. Voilà. Bon, après, la culture ou la tradition, ça arrive aussi avec son temps. Certains ont commencé à avoir des enfants, mais bon. J'ai surtout fait ce voice parce que moi, ça m'a gêné quand la sœur, elle a dit oui, elle ne voulait pas ça et tout. Peut-être que les parents avaient leur part de responsabilité parce qu'on ne l'avait pas préparé à cela. Peut-être. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu des envies de vouloir fonder une famille, avoir des enfants parce qu'elle n'avait pas été préparée dans le départ. Je pense que c'était une erreur. Bon, maintenant, de là à venir se mettre là, à rire et dire oui, ils sont fâchés contre elle parce que ils disent que leur vie est gâchée à cause d'elle et qu'elle est partie de ça chez les Bamileke. En rien, moi, j'ai trouvé ça un peu gênant parce que
qu'elle ne soit pas naïve. Hein. Même le monsieur qui est venu là vers elle, là, il ne la connaît pas. Il vient d'une famille. Vous pensez que c'est chacun. C'est encore même mieux parce que moi aussi, j'ai un peu du sang dans les quais. Même là-bas, même quand tu veux prendre une femme ou un enfant dans des familles sérieuses, on va d'abord regarder ou voir si c'est que celui qui vient là ou celle qui vient là, c'est une femme sérieuse. Elle vient de quelle famille, c'est comment, c'est comment. C'est chacun qui fait le bien pour soi. Donc, ma soeur, ne pense pas que même lui qui vient là, il ne t'a pas vu. Il a vu ce que tu renfermais. Chacun personne n'aime le mal. Chacun veut ce qui est bien pour lui. C'est de bonne guerre. Mais maintenant, je dis, rire et dit que oui, tu as fait ça. C'est vrai. C'est clair que ça a une forme de trahison. Après, je ne suis pas là pour juger. Je donne mon assentiment. Je dis juste que si tu peux aider ta famille, parce que tu dis bien clairement qu'ils ont dit que tu allais donner son barbecue. Donc, ça veut dire que tu as une situation, on peut dire, aisée. Donc, si tu peux les aider dans une certaine mesure, il faut aider ta famille. Parce que ce n'était pas ça que tu t'es décidé. Il ne faut pas oublier non plus que avant, il y avait des compétitions dans nos traditions, dans nos sociétés africaines, là où, dans chaque village, par exemple, quand il y avait un point, on dit il faut sacrifier quelqu'un. Il y avait des jeunes qui disaient que moi, j'accepte de me sacrifier pour mon village, j'accepte de me sacrifier pour ma communauté, pour que le village aille de l'avant et tout. C'est les noms de ces gens-là qu'on attribue à nos enfants parce que c'était des saints, c'était des gens justes, c'était des gens puissants. C'est des gens qu'on glorifiait, ils devenaient nos saints, nos ancêtres. Parce que c'était des gens qui ont fait le sacrifice ultime au nom de la communauté. Les gens n'étaient pas individualistes. Tout se faisait pour et au nom de la communauté. Et c'est comme ça que les choses avançaient. Bon, aujourd'hui, on a peur. C'est chacun qui veut se battre de son côté et tout. Ce n'est pas forcément ça. Les autres aussi, je tiens à rappeler que même les Européens, les Asiatiques, tout le monde le fait. Eux, ils le font même très jeunes. C'est-à-dire, on sait qui tu es, on te prépare à la tâche. On sait que c'est comme ça que ça sera. Bon, maintenant, si on ne t'a pas préparé et que tu as voulu faire ta vie de jeune fille, je pense que c'est aussi un peu de la faute des parents. Ils auraient dû te préparer à cela très jeune. Je pense que tu aurais dû intégrer cela. Mais de là à rire et dire ce que tu as dit là, bon, moi, j'ai trouvé un peu ça gênant. Et bon, je tenais aussi à justifier que non, il y a aussi des hommes qui sont incommuns, hein, des enfants fabriqués, des enfants qui sont fabriqués, qui sont là pour des choses. D'ailleurs, même notre président, c'est un enfant qui a une destinée. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ça se passe partout. Ce n'est pas des choses isolées. C'est juste, je dis juste que les parents ont péché parce qu'ils auraient dû te préparer à cela pour que tu comprennes la tâche qui t'attendait, que ça ne te surprenne pas et que tu deviennes rebelle. Bah, de là non plus à te moquer aussi de la famille, avoir le rire que tu ris parce que tu as préféré. Je trouve que ça a été égoïste. Et sans oublier que ça se passe partout. Même ton mari là, même chez eux là, ça se passe. Lui t'a pris, c'est parce qu'il a compris. Ce qui veut une femme qui a la malchance, qui vient, qui a joué sa vie, qui ne vaut rien. Et tu as vu une femme, personne ne va rester avec une femme au bout de 2-3 ans. Mon frère, tes affaires chutent. Tu vas rester, ça se dit bien. Une femme, quand tu es avec elle au bout de 6-7 mois, quand tu vois que ça tes affaires avancent, ça veut dire que c'est une femme qui a de la chance. Mais quand c'est bizarre, là, non, tu t'en débarrasses. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut dire que ce genre de choses, ça ne se passe pas que dans le centre sud. Tout le monde est comme ça. Le monde est organisé. Le monde a ses lois. Le problème avec nous, les Africains, c'est que nous ne nous retrouvons plus. Nous ne savons plus qui fait quoi, qui a quoi, qui était quoi, qui doit faire quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, ça existe. Mais seulement maintenant, il faut être préparé à ça. Une fois que tu es préparé à ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, DMG, c'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires aussi à raconter, mais je suis à la flemme. Par contre, je suis venu là. C'est parce que, bon, l'histoire, il fallait un peu juste que je recadre, bon, que je donne mon point de vue et que je dise que non, chez nous, dans le centre-sud, là, ce n'est pas que les femmes qui sont d'incommuns qui tiennent la famille, il y a aussi des hommes. Et c'est vrai que parfois, ces femmes-là aussi, même parfois, elles sont préparées. Il y en a, oui, elles sont préparées à ça. Quand elles sont préparées à cela, ça ne dérange pas. Elles comprennent que c'est leur destinée. Elles ont été faites pour ça. Donc, bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, DMG. Bonne journée et que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour DMG, c'est Floride Massamba, Congo-Brazzaville. Encore merci pour ton émission parce que ça édifie beaucoup de gens. Il y a beaucoup, nombreux aussi trouvent de la délivrance à travers ton émission. Il y a des vérités qui sont en train de s'éclater dans ton émission. Beaucoup de personnes se retrouvent dans quoi ils sont, dans quoi ils ont été fourrés sans le savoir ou inconsciemment. Alors, mon histoire, c'est que j'étais marié dans le passé avec une fille.
on avait fini par divorcer parce que on partageait pas la même vision. Je croyais en fait qu'on partageait la même vision à cette époque-là. Donc, étant jeune, bah, je suis toujours jeune de toute façon. Quand on était encore copain-copine, elle venait chez moi. Bon, pour moi, je me disais que c'était logique. Elle prenait mes habits. Ah, mais je vais aller laver tes habits à la maison. Elle prenait mes sous-vêtements sales que j'avais déjà portés. Elle allait nettoyer chez elle. Et alors que quand elle partait avec mes sous-vêtements, elle allait chercher ses sous-vêtements. Elle prenait ses sous-vêtements, elle, en complicité avec sa mère. Ils ont un féticheur à CBT qui font leur travail. Ils ont envoyé un de mes sous-vêtements à CBT. Et du coup, j'ai senti cette pression-là de vouloir l'épouser. C'est vrai que j'avais des intentions, mais après, tu peux avoir l'idée d'épouser une femme. Mais quand vous êtes ensemble, tu observes d'abord. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous allez sur le même droit chemin? Et du coup, subitement, j'avais cette pression au fond de moi, ça me dérangeait. Donc, même quand je dormais, je faisais déjà des rêves, je chantais de me marier et tout. Donc, ceux qui avaient d'abord eu à me manipuler spirituellement. Parce que, à vrai dire aussi, à cette époque-là, bon, c'est vrai que je priais, mais j'étais pas vraiment à fond, vraiment concentré. Jusqu'à ce qu'on s'est mariés. On s'est mariés, après elle est tombée malade. Bon, c'était pas maladie, mais en fait, elle était possédée par leurs esprits. Bon, moi, au départ, quand j'ai observé, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Dieu merci. Après, je me retrouve à être affecté à Pointe-Noire. Je me suis arrangé qu'elle me suive, elle est venue à Pointe-Noire. Et quand on était à Brazza, avant d'aller à Pointe-Noire, elle me fait comprendre, là, chérie, tiens, il y a quelqu'un qui veut me soigner traditionnellement. Donc c'est elle qui prépare d'abord le terrain, parce que c'était la femme, on dormait sur le même lit, et après c'est sa mère qui appelle, qui appuie, non, mais c'est pas un féticheur et tout, il va vous faire un traitement, machin et tout. Ah, ok. On va alors que c'était un féticheur. C'était un pygmée qui était revenu du village, appelé par qui? Par son père, qui avait appelé ce féticheur-là pour venir. Donc papa et maman savaient que c'est un féticheur qui va traiter leur fille. Déjà que en fait, cette maladie-là, le fait d'être possédé, ça avait commencé même avant que je me mette avec elle. Dans les années 2006, déjà, elle était déjà possédée par ces esprits. Donc, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Moi, ne sachant pas dans l'équipe Djiba, comme on dit chez nous, on va là-bas, c'est comme si j'étais hypnotisé, on m'a donné des trucs à manger, j'ai mangé, je suis arrivé à la maison, j'ai vomi. Et quand je vomis, je me rends compte que mais ce que je fais là, c'est pas normal. Et le lendemain, on repart là-bas. Je vomis encore, et la deuxième fois, quand ils nous ont dit, ils avaient dit, emmenez une bouteille de bien-être. Moi, sans le savoir que c'est dans cette même bouteille-là, en fait, qu'on devait m'attacher. Et qui conservait la bouteille, c'est moi-même. Donc, j'avais mis ça dans la valise. Dieu voulant, je me retrouve à Pointe-Noire, et le ciel vient. Et c'est en 2017, en fait, que un jour, je me réveille comme ça. Il y avait déjà des situations qui se passaient anormales, mais bon, c'est comme si j'étais dans un rêve. J'ai pris la bouteille, j'ai mis au feu. Ça a explosé là-bas et tout ça. Et quand ça s'explose, les jours qui suivaient, les mois qui suivaient, je commençais à remarquer des choses que je trouvais anormales. Un jour, elle prépare à manger, j'arrive à la maison, c'était la moime. Je mange, quand je vais manger, la fourchette est tombée 2 fois. Je m'efforce, je mets la fourchette dans la bouche. Quand je mange, je sens c'est comme si c'était le sable, c'est comme si c'était du charbon. Ça c'est quoi? J'appelle madame, viens d'abord. Elle est dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Elle la fouille, elle est repartie de la cuisine. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? Depuis la cuisine, elle me répond, ce sont les condiments du village. Je dis, quoi? Mais depuis quand tu mets les condiments du village dans la nourriture que moi je vais manger et je ne sais pas. Et je vais me rendre compte aussi, en même temps, que sous le lit, il y a une assiette creuse avec de l'eau. Sur le lit, quand j'arrive un jour, je torche, il y a de la poudre versée de la place où je dors. Je dis, mais c'est quoi ça? Je rentre de la maison un jour, tu sens que dans cette maison, on a brûlé des bougies vertes, rouges. Mais tu sens la fumée. Et le matin, quand la fille sort, sa mère sort avec elle, l'esprit me dit, va regarder dans la chambre où dort sa mère, sous le lit, tu vas voir. Je vois des bougies de toutes les couleurs, avec des parfums Aouch Arabia, des encens bizarres que je ne connais même pas. J'ai dit, ah, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Il dit, il n'y a pas de souci. Et à Pointe-Noire aussi, elle avait remarqué, elle a été en train de faire la même chose. Donc ce qu'elle faisait, c'est quoi? Un jour, j'arrive de la douche et je vais la trouver en train de laver la garniture. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai nettoyé la garniture. Il dit, mais pourquoi? Oh non, si je jette ça, quelqu'un peut ramasser ça et aller me faire des fétiches. Il dit, mais comment tu peux avoir ces idées?
Alors que ce qu'elle faisait, c'était quoi? Elle prend l'eau du son là, de la garniture, elle met dans un petit récipient. Chaque fois qu'elle prépare ma nourriture, quand elle sait qu'elle ne va pas manger ça, elle le verse à l'intérieur et c'est moi qui mange. Parce qu'elle savait que je n'aimais pas jeter la nourriture. Ou encore, si elle va préparer tout ce qu'on va manger, elle enlève une partie et quand elle me sert, elle met ça à l'intérieur. Et quand elle va faire ses besoins, quand elle va faire caca, comme on dit, elle enlève une petite partie, elle conserve quelque part. Et quand elle me prépare à manger, elle met le cube caca à l'intérieur et moi je mange. Jusqu'à ce que ça m'a rendu malade, je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai fait des diarrhées vomissements. De 22h à 8h du matin, je suis allé à l'hôpital. J'étais admis à Netcare. J'étais hospitalisé là-bas, je fais toute la journée. Et elle est même venue me voir, elle n'arrivait même pas à me fixer dans les yeux. Mais comme j'étais déjà averti, après je l'ai dit, un jour j'ai décidé de ne plus jamais manger à la maison. J'ai donné tout, mais... Et sa mère, quand elle venait, elle croyait que j'étais bête. Qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque 5 heures, elle surveillait, elle balayait la parcelle. Quand elle balayait, elle jetait des poudres dans la parcelle, donc pour avoir le contrôle sur moi. Mais bon, Dieu a voulu que tout puisse sortir au grand jour. J'ai fini par comprendre que c'est ce qu'elle faisait. Après, dès que j'ai coupé de manger, un jour, sa mère a même préparé pour moi. J'ai refusé, alors que cette nourriture, on m'avait même déjà averti chez mon prêtre que tu verras des choses et tu m'appelleras. Mais bon, après, j'ai juste rigolé. C'est triste, mais c'est la réalité. La morale ici, c'est faisons attention et demandons souvent la volonté du Seigneur parce que des fois, il y a des signaux qui nous empêchent, qui nous font comprendre que ce n'est pas une bonne femme de ta vie, mais on s'efforce. Et on va quand même le faire, on va à l'encontre de ce que Dieu veut. Lorsque Dieu ne veut pas, il met des barrières sur ton chemin et il faut les respecter. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter. Faisons très attention et demandons surtout la volonté du Seigneur. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je vous suis depuis un autre pays. Bon, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de mon grand frère qui s'est passé il y a de cela bientôt un an. Ça s'est passé en 2022, avril 2022. Voilà. Avant ça, DMG, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour toute la population, parce que vraiment votre émission, ça nous permet vraiment de savoir que vraiment le deuil est vraiment méchant, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Souvent il y a des histoires qu'on raconte, qu'on écoute, toi-même est-ce que tu es là, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Or pourtant c'est réellement vrai, parce que le deuil est vraiment méchant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand tu n'as pas l'œil pour voir, tu peux te dire que c'est faux, pourtant c'est la vérité que les gens disent. Voilà, c'est l'histoire de mon grand frère que je vais vous raconter ce soir. Ça ne m'a pas été raconté. Ça s'est passé devant moi. D'abord, mon grand frère, il était au village. Donc, dans ça, son travail qu'il fait, ça demandait qu'il voyageait beaucoup parce qu'il était dans la maçonnerie. Donc, un jour, il avait voyagé pour aller travailler dans un petit village. Donc, quand il est arrivé le soir, il a ouvert sa porte et puis il a posé son sac dans sa chambre. Et puis bon, il dit il va aller puiser de l'eau pour se laver. Donc quand il est sorti, bon, c'est chez lui. Et puis où ils étaient là, c'est pas un endroit même où on vole là. Donc il n'avait pas à s'inquiéter pour dire non, je vais fermer la porte. Et puis où il partait puiser de l'eau, c'était pas loin. Donc quand il est arrivé là-bas, il a croisé quelqu'un. Bon, ils ont commencé à causer dans ça, ils se sont assis à quelque part un peu. Et puis bon, ils ont pris un peu d'alcool. Donc, à son retour, vu que c'était même pas loin, c'est pas loin de où ils se sont assis, c'est pas loin de sa maison. Donc, à son retour, bon, il voit que sa télévision n'est pas là. Son agent qu'il allait travailler aussi, il est venu avec, ce n'est pas là. Donc, du coup, lui-même, il était choqué. Donc, dans sa vie qu'il est parti, il a consommé un peu d'alcool. Il a géré dessus. Bon. Lui, il a juré, il a prononcé les paroles que moi-même, bon, moi, ces paroles, ces gens de paroles, moi, j'ai peur de les prononcer même. Donc, vous allez m'excuser, je ne peux pas prononcer ça dans ça. Donc, du coup, il a fini de parler. Et puis, bon, il est là, un moment, et puis il tombe malade. Lui-même, il ne comprenait rien dans sa maladie.
Donc, moi, d'abord, j'étais à Abidjan. Et puis, bon, je suis partie au village. Donc, comment je suis arrivée au village et puis je l'ai vu. J'étais choquée de le voir, de la manière qu'il était. Je dis, grand frère, il y a quoi? Tu as quel souci? C'est quelle maladie? C'est depuis quand tu es malade, puis tu es devenu comme ça. Il a dit, oh, toi, faut me laisser. Que toi, tu es petite, mais tu aimes te faire comme quelqu'un qui est grand. Donc, moi, je lui ai dit, ok. Et puis, bon, il m'a dit que c'est mon grand frère. Donc, je lui ai dit, oui. Il dit, que j'ai besoin d'argent pour me soigner, que j'ai un médicament que je dois l'acheter. Là, j'ai besoin d'argent. Donc, tu me donnes l'argent, il va aller acheter le médicament. Donc, moi, je lui ai dit, ok. Et puis, bon, je lui ai donné l'argent. Après ça, moi, je suis partie dans le village de mon mari. Bon, de temps en temps, moi, je venais chez ma maman aussi. Mais comme lui aussi, il ne venait pas, je la vieille comme ça. Donc, souvent, il est là jusqu'à... Il n'est pas loin même de la maison, mais la vieille même peut le voir au moins une fois dans le mois, comme ça. Donc, du coup, elle-même, elle était là, elle ne s'inquiétait pas. Il y a entre-temps, sa maladie même s'était aggravée. On ne savait pas. Il allait vivre avec la mère de sa fille. On est là. Quand ça n'allait pas trop, il venait chez la vieille d'abord. Et puis bon, quand ça a commencé à aller un peu, il est parti. Après ça, il est allé chez la maman de sa fille quand ça n'allait pas. Donc un jour, maman était dans un champ qui était très, 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 très loin. Un champ même qui vaut au moins 4 ou 5 kilomètres. Si je ne me trompe pas, mais c'est plus que ça. Donc, mon oncle l'appelle. Mon oncle, lui, il n'est pas... Bon, je ne vais pas donner trop de détails. Mon oncle, lui, n'est pas... C'est dans ça après, mon oncle appelle ma maman. Pour lui dire, que ton fils vient de m'appeler. Bon, d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas le propre fils de ma maman. Voilà, c'est l'enfant à sa grande soeur, que moi-même, je n'ai pas connu, parce que sa grande soeur est décédée il y a très longtemps. Quand elle est décédée, peut-être que moi-même, je n'étais pas encore née. Donc, c'est dans ça, mon oncle a appelé ma maman pour lui dire, que tu es où ça? Que ton fils m'appelle pour dire qu'il est malade. Que si on ne veut pas le chercher aujourd'hui, là, il va mourir. Donc, maman, elle s'est précipitée dans le champ où elle était là, malgré que c'était très, 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 très loin. Elle s'est précipitée, elle est arrivée. Donc, quand elle est arrivée, elle est allée voir chez lui, il n'était pas là. Elle est allée voir elle est partie chez la mère de sa fille. En tant qu'elle est arrivée chez la mère de sa fille, il était dans la chambre. La vieille a tapé la porte. Il n'a pas pu parler pour dire à la vieille que je suis là. Donc dans ça, elle s'est retournée à la maison. Elle était là dans peu de temps et puis bon, il est venu. La mère de sa fille l'a accompagnée. Ils sont venus à la maison. Donc quand la vieille l'a vu, de la manière elle l'a vu là, elle était choquée. Donc elle dit ça là, c'est pas simple. Donc c'est le lendemain maintenant. La vieille l'a pris pour aller. Ils sont rentrés en brousse pour aller voir ce qui se passe vraiment. Parce que de la manière qu'elle a vu là, est-ce que c'est pas normal? Donc dans ça, ils sont rentrés en brousse. Donc moi, j'étais là, je ne savais rien. Et puis bon, j'étais allée puiser de l'eau. Je suis partie au Marigot parce que je vivais avec mon mari. On était dans un petit village qui est collé à chez nous, mais c'est pas loin. Voilà, donc je suis partie là-bas. Donc je suis allée au Marigot et puis je croise une femme. La femme me dit, que tu es la femme de telle. Je dis oui. Elle dit, que j'ai croisé ta maman hier. Elle dit, que ton frère là, on dit il est malade, que ça ne va pas du tout, mais donc il faut partir à la maison. Tu vas aller les voir. Donc c'est dans ça que moi j'ai fini de puiser de l'eau. Je me suis rendue là-bas. Et quand j'arrive, je ne les trouve pas. Et puis bon, je me suis assise devant la porte un peu parce que la porte était fermée. Donc je me suis assise un peu, puis ça n'a pas tardé, ils sont arrivés. Donc ils sont arrivés, la vieille m'a expliqué la situation, qu'à un moment là, ils disent qu'ils ont volé sa télévision. Donc quand ils ont volé la télé, il a juré dessus. Quand il a juré, il n'a pas trié dedans. Il a dit que toute personne qui va bouffer l'argent de ça, là, ça n'a qu'à le faire comme ça. Moi, j'ai peur de prononcer les paroles. Donc, du coup, quand la personne a volé la télévision, la personne a vendu. Et la personne a pris cet argent. Il a acheté la nourriture, lui-même, il a mangé aussi sans s'en rendre compte. Donc, du coup, c'est comme si les paroles qu'il a prononcées là, ça se retourne contre lui-même. Parce qu'en général, on dit, quand quelqu'un vole quelque chose comme ça, puis toi, tu prononces même la personne même qui a volé, il peut ne pas mourir, mais ceux qui sont à côté, qui ont bouffé, eux peuvent mourir. Donc dans ça, ce qu'il lui a prononcé, ça s'est retourné contre lui-même. Donc ça là, on était là, bon. Qui sont sortis, on dit bon, il y a des sacrifices qu'on doit faire pour annuler tout ça là.
qu'ils n'ont qu'à faire vite, que si on ne fait pas vite, c'est pas bon. Donc, ils ont donné tout ce qu'on doit acheter là. Et puis bon, on a essayé de se cotiser entre nous, la famille, pour pouvoir acheter ces gens de trucs pour faire le sacrifice. Donc, ils ont fait les sacrifices, ça allait un peu. Moi, je suis rentrée sur Abidjan. Parce qu'ils devaient venir à une cérémonie et puis me retourner après au village. Je suis rentrée sur Abidjan, je suis rentrée lundi. D'abord, quand je venais, le jour où je devais venir, il me disait, ah, que si tu n'as pas venu sur te site, il faut rester là-bas. Il faut durer là-bas un peu. Que si tu ne dis pas, il ne faut pas venir ici, que toi, tu connais les gens du village là. Ils aiment trop se moquer des gens. Donc, si tu t'en faut rester là-bas, il ne faut pas que tu vas venir ici. J'ai dit, ok, qu'il est compliqué, mais je ne vais pas durer, parce que je vais venir. Il m'a dit, ok. Et puis, je suis rentrée à Abidjan le lundi. Lundi, mardi. Quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai fait une semaine. Quand je suis arrivée, je les appelais. Maintenant, il y a fait 2 jours, je ne les ai pas appelés. Pendant les 2 jours, j'ai fait mercredi, jeudi. Je ne les ai pas appelés. Et j'étais couchée là comme ça, un soir vers 23h. J'étais couchée comme ça, mon téléphone était déchargé. Et il y a un esprit qui me dit, il faut appeler ta maman pour savoir comment ton grand frère va. J'ai dit, bon, comme il est malade à l'air là, je ne vais pas les déranger, que peut-être qu'ils ont tourné toute la journée, actuellement ils sont en train de dormir. Donc, moi, je ne vais pas les déranger à l'air là. Quelque chose me dit, il faut appeler. J'ai dit, bon, c'est pas la peine. Est-ce que je ne vais pas appeler? Et puis, les unités que j'avais, j'ai appelé le père de mon fils. Et puis, bon, on a causé. Et quand j'ai fini de l'appeler, bon, moi, j'ai dormi. D'abord, avant de dormir, mon téléphone, il était si vibré. J'ai dit, bon, le téléphone, de toute façon, il est si silence là, que je ne vais pas l'enlever dessus. Comme il est déchargé, je vais le laisser en charge et puis je vais dormir. Quelque chose me dit, téléphone, il faut mettre ça sur sonnerie parce qu'ils vont t'appeler la nuit là. Il dit, non, il est 23h. À cette heure-là, moi, les gens n'ont pas l'habitude de m'appeler. Donc, moi, à cette heure-là, moi, je ne peux pas mettre téléphone sur sonnerie. Qu'il ne faut pas m'appeler. Que si on m'appelle à cette heure, c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et que je refuse dans le nom de Jésus qu'on m'appelle à cette heure de la nuit pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est comme ça que j'ai dit. Et puis bon, j'ai laissé le téléphone, j'ai dormi. Je me réveille à 4h pour aller laver habits. Et quand je me réveille, je prends mon téléphone avec moi, je sors avec. Je le dépose à côté de moi. Et quelque chose me dit encore, il faut regarder ton téléphone, que tu as eu des appels en absence. Et je prends le téléphone, je vois 10 appels en absence. Je dis, mais qui m'appelait beaucoup de fois comme ça dans la nuit? Je vois les numéros inconnus même. Et je vois les numéros même qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire aussi. Je dis, bon, mais qui m'appelait comme ça? Ça n'a pas tardé. J'ai dit, bon, comme actuellement, il est 5h, je n'ai pas d'unité, donc je vais laisser demain matin. Et que quand il va faire jour un peu, je vais chercher une unité, puis je vais appeler. Ça n'a pas tardé, ma petite soeur m'appelle. Elle me dit, ah, notre grand frère, il est décédé. Quand elle m'a dit ça, mon téléphone, quand je l'ai laissé tomber, si ce n'était pas dans le gazon, je l'avais complètement brisé. J'étais choquée, mon cœur. Je dis, Seigneur Jésus, c'est pour cela que depuis hier, quelque chose me dit, téléphone là, il faut laisser ça surtout parce qu'on doit t'appeler. Quand ma petite soeur m'a appelé, j'ai dit, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Le même jour, j'ai pris le cas et puis je suis rentrée sur Bondoukou. Parce que nous, on vient de Bondoukou. L'histoire s'est passée à Bondoukou. Donc, quand je suis rentrée, bon, d'abord, mais quand j'ai pris le cas, quand ma petite soeur m'a appelé, ça n'a pas tardé. Et puis ma maman m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle aussi. J'ai dit, ah, mais pourquoi depuis hier? Et il était décédé depuis le jeudi à 14h. Mais elle avait dit, elle était sur le choc parce qu'elle est paniquée. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un aussi pour m'appeler. Donc, c'est au milieu de la nuit, là, maintenant, que j'ai essayé de m'appeler pour me dire. Entends-moi aussi. Quand j'ai appelé le père de mon enfant, lui, il savait déjà. Mais lui, il s'est dit que peut-être, comment je l'appelais, il s'est dit, que moi, c'est pour lui annoncer la nouvelle. Donc, comment je l'appelais, et puis bon, je lui ai rien dit. Donc, lui aussi, il n'a pas voulu me dire quelque chose. Donc, quand ma maman m'a appelé, et puis bon, quand il m'a appelé pour me dire, c'est là, moi je l'appelle maintenant.
Et puis lui me dit Yako, pendant que lui savait ça déjà. Ok, c'est quand je suis arrivée au village maintenant, c'est là il m'explique que je savais. Entre-temps, quand je partais au village, quand j'ai pris le cas, on est arrivé au niveau des... Je sais pas, c'était Annie Bleu Croix. On est arrivé dans une ville. Et quand on arrive dans la ville, on a dépassé la ville, on va vers un petit village. Bon. Et puis je vois quelqu'un qui est arrêté au bord de la route. J'ai dit, DMG, si c'était pas comme si je partais au funérailles de mon frère là, j'allais dire que c'était lui que j'ai vu au bord de la route là. Si c'était pas comme si je partais à lui son funérailles, j'allais dire que c'est lui que j'ai vu au bord de la route là. Et quand le cas est passé comme ça, j'ai tourné pour regarder. Mais je ne voyais plus derrière moi. Et puis bon, j'ai continué. Le cas continue, on est arrivé. Bon, quand moi je suis arrivée, j'avais déjà fait l'enterrement. Voilà, donc la morale de l'histoire que je viens de vous raconter, c'est pour vous dire que quel que soit ce qu'on vous a volé, ne jurez jamais pour mettre dessus parce qu'on ne sait pas qui est devant, on ne sait pas qui est derrière. Voilà, parce que quand lui il a juré dessus, il ne savait pas que c'était quelqu'un même qui était proche de lui qui avait pris cela. Moi, mon frère, avant de mourir, parce que quand il est décédé, moi je n'étais pas là, mais quand moi j'étais au village, dans les derniers jours, il m'a dit, que moi, il sait que mon matériel, c'est telle personne qui a pris. Et quand l'histoire que je vous ai racontée, j'ai sauté des parties, mais je vais continuer. Quand ils ont commencé les consultations, d'abord, mais pourquoi il est mort? Parce que les premières consultations qu'ils ont fait là, ils ont donné les sacrifices qu'on devait faire là. Les sacrifices qu'ils ont fait là, ça n'a pas reçu. Ça n'a pas reçu. Vous m'excusez beaucoup si j'ai tardé avec l'histoire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je pense à ça jusqu'à aujourd'hui. Et même quand je pense que bientôt ça va lui faire 1 an en avril, vraiment ça me brise le cœur qu'il est parti comme ça. Il a laissé 2 petits enfants derrière lui. Voilà, donc vraiment l'histoire m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Donc, les premières consultations qu'ils ont fait, les premiers sacrifices qu'ils ont fait là, ça n'a pas reçu. Quand ils ont fait, ça a commencé à aller un peu là. Dans les derniers jours où il devait mourir, là, sa maladie s'est aggravée. Donc ils sont rentrés en brousse encore. C'est là ils ont dit, quel sacrifice que vous avez fait là. Où il a juré là, c'est là qu'il devait s'arrêter pour annuler les paroles qu'il a prononcées là. Quand il a juré devant la porte de chez lui. Donc c'est là-bas qu'il devait aller annuler ça. En tant qu'ils sont partis consulter là. Ils n'ont pas dit que c'est là-bas qu'il devait aller annuler ça. Ils ont annulé ça où il allait consulter là. Donc c'est ça qui a créé sa mort là. Du coup, après maintenant, ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça qu'ils devaient annuler le sort là. Il était déjà trop tard. Le jour même où il devait aller enlever dernier sacrifice à même là. C'est ce jour-là qu'il est décédé. Ils sont partis acheter le mouton même. Donc quand ils sont arrivés, le monsieur est venu. Il devait faire les derniers sacrifices là. C'est devant la porte même. Il est assis comme ça. Après ma maman m'a expliqué. Il est assis devant la porte comme ça. Il s'est adouci puis bon. Donc comme ça, il est parti comme ça. Il est tombé. C'est fini comme ça. C'est fini. Et bizarrement, quand quelqu'un veut mourir, mais la personne lui-même, il sait, c'est nous on a écouté là, c'est nous on ne savait pas. Entre-temps, il disait à maman, même souvent quand ils sont là, il dit à maman que lui, il entend les pas, il entend les gens marcher, que les gens sont venus le chercher, tout ça là. Mais maman, elle a dit, bon, elle n'a jamais vu quelqu'un mourir comme ça. Donc elle-même là, elle était choquée. Elle était choquée. Elle ne savait pas. Donc la morale de l'histoire, c'est ce que je viens de vous dire là. C'est pour vous dire. Si j'ai tenu à raconter cette histoire, ça ne m'a pas été facile. Depuis combien de jours j'essaie, mais je n'arrive pas. J'essaie, mais je n'arrive pas. Quand je fais vocal, la main, ça ne reçoit pas, je supprime. C'est maintenant, j'ai dit, bon, je vais me concentrer, et puis bon, je vais faire. Parce qu'il faut que je lance ce message pour que tout le monde puisse entendre ça. C'est réel, c'est des trucs qui se passent. Dieu, on ne joue pas avec lui. Tu peux être dans un problème tout à l'heure.
Tu vas dire Dieu, aide-moi, aide-moi. Peut-être qu'il ne va pas t'aider aujourd'hui. Il va le faire parce que moi je crois en Dieu. Il va pas le faire aujourd'hui, mais il suffit que tu jures aujourd'hui. Ça ne va pas prendre 2 jours pour agir. Ça ne va pas prendre 2 jours pour agir. Dès que tu jures, ça se manifeste. Dieu, on ne joue pas avec lui. C'est pour vous dire, quel que soit ce qu'on vous ait volé, quel que soit ce qu'on vous ait fait, ce n'est pas la peine de prononcer le nom de Dieu comme ça pour dire Seigneur, si t'entends telle chose, c'est pas bon. C'est pour cela que j'ai tenu à raconter cette histoire pour que tout le monde puisse l'entendre. DMG, je te remercie beaucoup pour ce que vous faites. En tout cas, vraiment, ça nous permet de connaître beaucoup de choses, de savoir que le Dieu est vraiment méchant. Merci. Donc, je lance ce message pour toute la population, pour que nous puissions être sensibilisés des choses qu'on ne doit pas faire sur cette terre-là. Dieu, il existe. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG. Je tiens à te dire merci pour le concept que tu as eu à mettre sur pied, car ça sensibilise beaucoup de personnes. Et pourquoi pas, ça peut aussi aider beaucoup de personnes à échapper au piège tendu par l'ennemi. Je te contacte du Gabon, précisément à Libreville. Mon expérience se passe le 31 décembre dernier. Alors 2 semaines avant cette date, 2 semaines avant le 31, je suis contacté par mon pasteur via WhatsApp. Il m'envoie un audio et dans son message, il me fait comprendre qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare contre moi et qu'il ne veut pas que le bonheur que je vis actuellement ou la joie que je vis actuellement se transforme en malheur, se transforme en larmes. Qu'il faudrait que j'assiste au programme qui se tient à l'église et que je devrais passer le réveillon à l'église. Bon, moi je prends pas trop en considération ces propos, malheureusement, je me laisse distraire. Et le 31 décembre arrive, 20 heures passées, je suis à la maison, je suis seul, je m'ennuie. Alors 2 voix chuchotent en moi. Une, va à l'église, il n'est pas trop tard, vaut mieux tard que jamais. Et une autre voix me dit, non, appelle tes amis, vous allez faire la fête, c'est quand même le 31 décembre. Voilà. Malheureusement, j'écoute la voix qui me dit d'appeler les amis et faire la fête. C'est comme ça que je contacte un ami qui habite dans un quartier voisin. Juste pour dire que lui et moi, on n'est pas dans le même quartier. Il est dans un quartier voisin où j'ai d'ailleurs grandi, où j'ai aussi de la famille. Parce que là-bas, j'ai construit sur le terrain familial et je suis parti de là il y a environ 2 mois. Et d'ailleurs, c'est là-bas où j'ai fait connaissance avec cet ami-là. Donc, je l'appelle. Arrivé au quartier en question, il me retrouve, on va dans un bistrot, on partage 2 bières. Parce qu'on se dit que, voilà, il fait 22 heures. Faudrait pas qu'on soit bourré avant minuit, on doit être lucide, on doit avoir minuit, on doit crier bonne année étant lucide, on doit se souhaiter meilleurs vœux étant lucide. Donc on gère les 2 bières, minuit arrive, voilà. Minuit passé, je propose à l'ami de m'accompagner au terrain familial, souhaiter meilleurs vœux à tout le monde. Il m'accompagne quand même, c'est mon quartier, j'ai grandi là, donc voilà, je connais beaucoup de monde, donc il m'accompagne. Arrivé au terrain familial, tout le monde n'était pas là par les locataires.
la famille, tout le monde était à l'église, il n'était pas encore de retour. On est à 1h du matin par là. Et je perds un peu du temps là. J'écoute quelqu'un m'appeler. C'est un des locataires avec qui je me suis familiarisé là au terrain, lorsque je vivais là au terrain familial, qui m'appelle, et l'ami à côté me fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il soit là, il ne faut pas qu'il vienne ici, il ne faut pas qu'on soit avec lui, c'est pas quelqu'un de bien et tout, il est mauvais. Je dis, mais il m'a déjà vu, est-ce que je peux encore le repousser? Et au fond de moi, je me dis quand même, mais moi je le sais comme quelqu'un de bien, et puis c'est moi qui offre qui sort l'argent. Tu n'as pas à me dire ce qu'il faut faire. Donc l'ami, le locataire nous rejoint, nous sommes à 3 là au terrain, on papote un peu, on aborde tous les sujets. Alors en abordant tous les sujets, on aborde au côté religieux. Voilà, moi je donne ma position, que moi j'aime pas le mal, je combats le mal, vraiment je me prononce en guerrier de l'Éternel. Mais je ne sais pas qu'en disant ça, je mettais à défi le diable. Et j'ignorais réellement avec qui j'étais. Et après papoter, je constate que la famille ne vient pas. Bon, je me dis, c'est la nuit aussi. Bon, les gars, allons-y, on repart au bistrot. Je vous assure qu'en repartant, les choses n'étaient plus les mêmes parce que je n'y ressentais plus, je n'avais plus le contrôle de moi. En chemin, je parlais de tout et je parlais des choses, mais ça n'émanait pas de moi. C'est comme si c'était mon esprit qui parlait. Je ne sais, en fait, la seule chose que je retiens, c'est que je disais, moi je suis sur terre pour faire le bien, je ne m'associe pas au mal, je combats le mal. C'est ce que je disais. Et les deux amis à côté étaient calmes. L'ami que j'ai appelé le locataire était très calme, il ne disait rien. On est arrivé au bistrot. Je passais la commande, la gérante nous a servi 3 bières, elle a ouvert les bières, elle est partie. On était là assis, je vous assure que 1 minute après, j'ai ressenti mon corps, j'ai ressenti mon esprit sortir de mon corps, ma tête, je ne sais pas, j'ai vu comme un autre monde qui s'ouvrait à moi, une autre dimension, une des présences. Vraiment, je vous assure que sur le coup, j'ai ressenti cette décharge-là et toutes ces choses-là. Je commençais à la phrase que j'ai eu à dire, Seigneur Jésus, protège-moi. Je vous assure que j'ai prononcé cette phrase durant environ 45 minutes. 45 minutes. Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. C'était cette phrase que je prononçais. Et en prononçant cette phrase, je vous assure que Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est réel. Il est réel. On ignore ce qui se passe dans l'invisible. Combien de fois la main de l'Éternel nous protège tous les jours de nos vies, pendant notre sommeil, pendant nos activités. Combien de fois la main de l'Éternel veille sur nous. Ne négligeons pas la prière. Donc j'étais en train de prier, Seigneur, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Mais je vous assure que j'étais déjà loin. Et j'ai un esprit fort. Donc je luttais contre tout ce que je voyais. Je résistais, je vous assure. C'était un combat dans la prière. Ça, c'est quoi, Seigneur Jésus? Et mes 2 amis étaient, le locataire et l'ami que j'ai appelé était serein, très serein. Et
C'est comme ça, l'ami parle avec le locataire que l'esprit qui nous a suivis là, l'esprit est là et tout. Ah, je dis, mais le gars là parle de quoi comme ça? Mais je suis en train de lutter dans la prière, je suis en train de lutter. C'est comme ça. À un moment, j'ai dit, non, bon, on parle ici. Mais on n'a rien vu, j'ai dit, on part. Je ne peux plus rester là, on part. J'ai déposé l'argent sur la table. On a commencé à marcher. Je ne ressentais plus mes pieds, je ne ressentais plus mon corps. Le quartier dans lequel on était, où on marchait là, c'était le même quartier, mais c'était pas aussi le même cas. Parce que c'est comme si on était dans le futur, mais c'est comme si on était dans une autre dimension. Et l'ami me disait, où on marche là, là-bas, regarde, il y a les gens qui sont en train de te regarder. Ils savent. Je dis, ils savent quoi? Donc, je marchais. Maintenant, je réalise que, mais attends, le quartier là, c'est mon quartier. Je suis une identité remarquable. Je suis populaire, je connais presque tout le monde. On fait que marcher, les maquis là, je ne sais pas, mais tous les maquis, je vois le monde, mais il n'y a même pas un seul visage que je reconnais parmi tout ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Et plus on marchait, plus ça sentait le cadavre. Plus on marchait, ça sentait le cadavre. Et à un moment, je dis c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui me dit, mais attends, si je te regarde, tu ne connais personne, et plus tu avances, ça sent le pourri, ne continue plus. Je décide, bon, les gars, moi je ne pars plus. On part où là? Je ne sais plus, ça c'est quoi? L'ami parle au locataire, il me dit, non, tu ne peux pas dire ça, on doit aller à un endroit où on doit bien parler et tout. J'ai dit, non, moi je ne peux pas continuer là-bas. Je dois faire demi-tour. Je ne peux pas continuer là-bas. L'ami se fâche. Non, et tout, pourquoi tu fais ça? Non, on ne peut plus repartir là-bas. On doit continuer, allons, on doit aller parler à un endroit. On ne peut plus continuer là-bas. J'ai dit non, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois repartir au bistrot, t'asseoir là où tu étais assis. Et je reçois encore une autre révélation, une autre orientation de l'Esprit de Dieu. En repartant, là où tu es venu, tu dois repasser textuellement par où tu es venu. Si tu as craché, tu recraches à l'endroit où tu as craché. Si tu as pissé, tu pisses à nouveau à l'endroit où tu as pissé. C'est comme ça. Je vous assure, c'est dans cette dimension que j'ai pensé à la géométrie. Le monde spirituel, c'est comme la science. C'est une science et c'est une vérité. C'est de la mathématique et je ne sais pas quoi. Mais il fallait que j'applique ces codes-là, j'applique cela. Et j'ai appliqué. Mais en repartant, c'était pas facile parce que je voyais tellement de choses, des gens courir derrière les maisons de gens, des gens derrière les maisons. Je dis, mais ça c'est quoi? Bon, moi c'était plus étonnant pour moi, vu ce que j'avais déjà vu, en fait, je me disais, bon, j'avais juste mon cœur pour supporter, parce que mes yeux étaient fatigués de voir, mais il fallait le cœur pour supporter tout ça. On arrive au bistrot, mais bien avant, le locataire m'a donné des orientations. Et je tiens à passer ce conseil que dans ce monde, faites du bien autour de vous parce que vous ne savez pas qui pourra vous sauver demain. Je n'épargne pas mon locataire dans cette affaire parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui certainement aussi est un sorcier parce que si il était aussi présent dans ce bal-là, ce bal de sorciers, c'est parce que lui-même aussi, il a atteint un certain niveau. Mais sur le plan réel, le plan physique, le plan social, moi j'étais toujours bien avec lui, je lui rendais des services,
Et voilà, dans l'ignorance. Donc, de là-bas, j'ai prié et je vous assure que en repartant, j'ai également demandé pardon. Pardon aux deux. Que si peut-être entre vous, j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, je demande pardon. Pardon. Si entre vous, j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, aujourd'hui ou avant cette date, je m'excuse. Donc, je continue à prier. Et j'ai demandé à Dieu de toucher leur cœur d'une personne entre eux. Et voilà. Et c'est comme ça le locataire m'a orienté. Il me dit, on va repartir au bar. Mais tout ce que tu vas avoir au bar, tu dois rester tranquille. Tout ce qui va se passer, ne crie pas, ne fais rien, ne réagis pas, regarde seulement et supporte. On est reparti. En arrivant, je vous assure que le bar en question était rempli des gens, Je vous assure que le monde de la nuit, c'est autre chose. Était rempli de gens bizarres. Et arrivé, je m'assois. C'est une femme révénante, je dis bien révénante, je sais de quoi je parle, ce que je voyais, qui me tend 2 bières, que tiens. Mais j'avais déjà écouté les orientations du locataire qui m'a dit, ne fais rien, regarde seulement avec les yeux, ne dis rien, reste calme. Et après, le locataire me parle, il me dit, mon ami, mon frère, dans ce monde, il y a des choses qui se passent. Le monde n'est pas ce que tu vois là. Le monde n'est pas le monde que tu avais l'habitude de voir là. Aujourd'hui, tu apprends une leçon. Tu reviens. Ton esprit va revenir. Plus le jour va revenir, ton esprit va revenir. Et après, c'est l'ami. Mon ami là, que j'ai appelé, que j'appelle ami, que j'ai appelé, qui me dit, mon frère, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Si tu as été épargné là, c'est à cause de ton bon cœur. Si c'était pas ça, je pense que ça n'allait pas aller pour toi. C'est ton bon cœur. Parce que là-bas, je pouvais voir l'amour que tu as pour les gens. C'est ton bon cœur qui te sauve. Après, le locataire prend la parole. Que ne sous-estime pas les gens. Moi, tu me voyais. Je loue chez toi. Tu me voyais. Mais est-ce que tu pouvais imaginer la dimension que j'ai? Mais Dieu merci, moi tu m'as fait du bien un jour et j'ai jamais oublié ce bien. Tu m'aidais et c'est ce qui a fait en sorte que je t'oriente à sortir de cette situation. Mais sois tranquille, le matin va arriver. Quand plus le jour va arriver, on ne bouge pas de là. Plus le jour va arriver, plus tu vas regagner ton esprit. Et certainement certaines conversations, parce qu'ils avaient tellement parlé, avant même de déduire là, conclure comme ça, ils ont là-bas discuté entre eux. Mon locataire là a parlé avec mon ami que si tu n'es pas sérieux, l'autre t'appelle, tu veux lui faire des choses. Et après cette discussion là, il y avait des esprits qui sont venus autour de moi, les gens bizarres qui avaient des couteaux, oh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Comme pour dire à ces esprits, pour présenter leur mécontentement envers mon locataire qui m'a orienté, qui m'a sorti de cette situation. Parce qu'il m'a donné des orientations et des codes pour regagner mon esprit progressivement. Donc, il y avait tellement de tapage, il y avait les gens, ils viennent, ils me regardent, ils me fixent. Je voyais tellement de choses. Même ceux qui faisaient la braise à côté, non, je vous assure que le monde du dehors, même la nourriture qu'on vend dehors, les bars, mais faisons attention. Le monde dans lequel on vit, il y a un autre monde dans ce monde. Et j'ai appris. Tout ce qu'on voit là, il y a une face cachée.
Faisons attention dans nos choix, faisons attention dans nos fréquentations. Celui qu'on appelle ami, là, est-ce que réellement c'est ton ami? Parce qu'il t'a présenté un sourire, tu l'appelles ami. Fais très attention à ça. Faisons attention. Et la date du 31 décembre, c'est une date où on doit l'observer à l'église pour remercier Dieu pour les 365 jours. Si je serais allé à l'église, je pense que j'allais pas vivre cette expérience. Mais dans tout, c'est que j'ai appris. Et je pense que l'erreur que j'ai eu à faire, je ne vais plus la répéter. Et que Dieu soit loué pour tout ça, pour tout ça. C'est toujours pour sa gloire. Et je viens passer ce message pour sensibiliser les gens. Moi, j'ai été épargné par la grâce de Dieu. Mais est-ce que ce sera le cas aussi pour vous? Donc, faisons attention à nos fréquentations, nos amitiés, en qui on se confie, à qui on s'ouvre, que ce soit dans le cadre familial ou amical ou professionnel. Faisons attention. Faisons attention. Donc, c'est ce que je tenais à dire, DMG. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques.